Nous sommes en 1852, dans la paroisse de St. James, en Louisiane. L'air y est lourd, épais, saturé de l'odeur sucrée de la canne et de la sueur des hommes et des femmes qui la récoltent sous un soleil de plomb. C'est une terre de contrastes violents, où des demeures d'une richesse insolente, avec leurs colonnes blanches et leurs jardins manucurés, se dressent au milieu de champs infinis travaillés par des esclaves. Dans cette région, le pouvoir n'appartient pas à la loi, mais aux grandes familles créoles françaises qui règnent sur leurs plantations comme des rois sur leur royaume. Et au sommet de cette aristocratie brutale se trouve la dynastie de Valois, la plus riche, la plus influente et la plus redoutée de toutes. Leur nom est synonyme de pouvoir absolu, un pouvoir bâti sur des générations de souffrances, et maintenu par une poigne de fer. Chaque murmure, chaque regard dans les champs et les quartiers des esclaves, est teinté de la peur qu'inspire le maître de ce domaine, un homme dont la volonté est loi. Le patriarche de cette dynastie est le baron Auguste de Valois, un homme de 65 ans, dont le visage est une carte de cruauté et d'orgueil. Ses yeux, petits et froids, ne trahissent aucune chaleur, seulement une méfiance permanente et une soif de contrôle insatiable. Sa plus grande obsession est la pureté de sa lignée, la pérennité de son nom. Pourtant, derrière la façade de sa puissance, le baron cache une humiliation profonde, un secret connu de quelques-uns, mais jamais prononcé à voix haute. Il est stérile. Incapable d'engendrer l'héritier qu'il désire plus que tout, il transforme sa frustration en tyrannie. Chaque jour, il fait peser sur ses esclaves, sa jeune épouse et ses rivaux, la rage de son impuissance. Il dirige sa plantation non pas comme un administrateur, mais comme un despote dont l'humeur imprévisible peut signifier le fouet pour une peccadille ou une punition encore plus terrible pour une offense imaginaire. Sa vie est un mensonge qu'il protège par la terreur, s'assurant que personne n'ose jamais remettre en question son autorité ou sa virilité. L'inconcevable se produit un matin de printemps. Après des années d'un mariage sans enfant, la jeune et belle épouse du baron, Céline de Valois, annonce sa grossesse. La nouvelle devrait être une célébration, la consécration du pouvoir de la dynastie. Au lieu de cela, elle allume un feu destructeur dans l'esprit d'Auguste. La naissance d'un enfant qui n'est pas le sien serait l'aveu public de son déshonneur, la fin de son règne. Pour sauver les apparences et protéger son orgueil malade, il commet alors un acte d'une cruauté inouïe. Devant tous les esclaves de la maison rassemblés sur le perron, il fait traîner Jean-Baptiste, le guérisseur respecté pour sa connaissance des plantes. D'une voix tonnante, le baron l'accuse non pas d'adultère, mais d'un crime bien plus sombre. Il prétend que Jean-Baptiste a utilisé la sorcellerie vaudou, des gris-gris et des sortilèges, pour ensorceler sa femme et abuser d'elle. Était un mensonge parfait, une accusation qui transformait sa propre honte en un spectacle de justice barbare, et condamnait un innocent à une mort certaine. Si cette introduction vous a captivé et que vous voulez savoir ce qui arrive ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu et de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la cruauté du baron. Jean-Baptiste était un homme respecté dans les quartiers des esclaves. À 28 ans, il possédait une dignité et une intelligence rares qui le distinguaient. Sa connaissance des plantes, héritée de sa mère, faisait de lui un guérisseur précieux. Il pouvait apaiser une fièvre avec une décoction de saule, ou soigner une blessure avec un cataplasme d'herbe. Mais son plus grand talent était son silence. Il voyait tout, entendait tout, mais ne parlait jamais. Il connaissait la cruauté du baron, la tristesse dans les yeux de la jeune maîtresse Céline, et la tension qui rongeait le grand manoir comme une maladie. Il se tenait à Hull et quart, accomplissant son travail avec une précision tranquille, naviguant dans ce monde brutal en se rendant utile mais invisible. Son humanité était une forteresse intérieure, un sanctuaire que le système esclavagiste n'avait pas encore réussi à briser. Il ne demandait rien, n'attendait rien, cherchant seulement à survivre un jour de plus, sans attirer l'attention du maître dont la colère était aussi imprévisible que mortelle. Céline de Valois, quant à elle, vivait comme une poupée de porcelaine dans une maison de verre. À 22 ans, sa beauté était un sujet de conversation dans toute la paroisse, mais pour elle, ce N était qu'une autre facette de sa cage dorée. Le manoir des Valois, avec ses colonnes majestueuses et ses jardins impeccables, était sa prison. Son unique devoir, la seule raison pour laquelle le baron Auguste l'avait épousée, était de lui donner un héritier. Mais les années passaient, et son ventre restait désespérément plat. Elle connaissait la vérité, le secret honteux que le baron protégeait, avec une fureur silencieuse. Il était incapable d'engendrer. Sa stérilité était le poison qui rongeait leur mariage, transformant chaque dîner en un tribunal silencieux. Elle n'était pas son épouse, mais un symbole de son impuissance, un miroir constant de l'humiliation qu'il s'efforçait de cacher au monde entier sous des couches de cruauté, la traitant moins comme une femme que comme un bien défectueux. La pression était devenue insoutenable.
Chaque mois qui passait sans nouvelles d'une grossesse augmentait la cruauté du baron. Poussée au désespoir, elle avait pris une décision qui allait sceller son destin. Il ne s'agissait pas d'amour, mais d'un acte de survie calculé. Elle avait secrètement renoué avec le neveu du baron, un jeune homme que son oncle avait renié et déshérité, le laissant dans la misère. En lui, elle voyait non pas un amant, mais une solution. Un enfant de sang valois, même issu d'une branche rejetée, pourrait être sa seule échappatoire. Le soir où elle annonça sa grossesse, le baron la fixa, son visage passant de l'incrédulité à une fureur froide. Il se leva, s'approcha d'elle, et lui saisit le menton. « Comment oses-tu » siffla-t-il. « Tu as fait entrer le déshonneur dans ma maison. » À cet instant, Céline comprit qu'elle n'avait pas trouvé une issue, mais qu'elle venait d'entrer dans un piège encore plus mortel. Si cette histoire vous tient en haleine, pensez à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu pour ne rien manquer de la suite. Le lendemain matin, le plan diabolique du baron se mit en marche. Il ordonna que tous les esclaves de la maison se rassemblent devant le perron principal. Céline fut forcée d'assister à la scène depuis son balcon. C'est alors qu'elle vit Jean-Baptiste être traîné dehors par 2 contremaîtres. Le baron se posta en haut des marches et lança son accusation. Il ne parla pas d'adultère, une accusation qui l'aurait humilié. Non, il tissa une histoire bien plus sombre. Il accusa Jean-Baptiste d'avoir utilisé la sorcellerie, le vaudou, pour envoûter sa femme et abuser d'elle. Il brandit un petit sachet de tissu, prétendument trouvé dans les quartiers de Jean-Baptiste, comme preuve de sa magie noire. Pour les esclaves terrifiés et les contremaîtres blancs superstitieux, l'accusation était irréfutable. C était un coup de maître dans la cruauté, qui condamnait un innocent et transformait Céline, la véritable initiatrice du drame, en une victime impuissante aux yeux de tous. Après ce spectacle macabre, Céline devint une prisonnière dans sa propre maison. Le baron la confina dans ses appartements, sous la surveillance constante d'une servante dévouée au maître. Il jouait parfaitement son rôle de mari protecteur en public, tout en la traitant comme un objet en privé. Elle portait l'héritier de Valois, l'enfant qui allait laver l'honneur du baron, et consolider son pouvoir pour une nouvelle génération. Pendant ce temps, Jean-Baptiste croupissait dans un cachot humide, enchaîné, attendant la naissance de cet enfant pour être conduit à la potence. Chaque jour qui passait était une torture pour Céline. Le poids de la culpabilité écrasait. Elle sentait la vie grandir en elle, une vie achetée au prix de celle d'un homme innocent. Elle était piégée, complice silencieuse d'une injustice monstrueuse, et elle savait que le monstre qui dormait à ses côtés ne la laisserait jamais oublier le rôle qu'elle avait joué dans sa terrible mascarade. Les jours qui suivirent l'accusation se transformèrent en un supplice silencieux pour Jean-Baptiste. Il fut jeté dans un cachot humide et sombre, creusé sous l'une des dépendances de la plantation, un endroit où l'air était si lourd qu'il semblait écraser les poumons. Les chaînes froides qui entravaient ses poignets et ses chevilles devinrent une partie de lui, le rappel constant de sa condition. Il était plus un homme, plus un guérisseur, mais une bête en cage attendant l'abattoir. Durant les longues heures, le silence était rompu que par le goutte à goutte de l'eau, s'infiltrant à travers les murs de pierre, et le bruit lointain de la vie de la plantation, qui continuait sans lui. Il repassait en boucle les événements, cherchant une explication, une faille dans la cruauté du baron, mais n'en trouvait aucune. Il comprenait maintenant que la vérité n'avait aucune valeur ici. Seul le pouvoir du maître comptait, et ce pouvoir avait décidé qu'il devait mourir pour un crime qu'il n'avait pas commis, un crime dont il ne comprenait même pas la nature. Pendant ce temps, le baron Auguste de Valois paradait sur ses terres avec une assurance renouvelée. L'accusation de sorcellerie avait été un coup de génie. Elle avait non seulement fourni un coupable parfait, mais elle avait aussi renforcé son image d'homme pieux et protecteur, luttant contre les forces obscures pour défendre sa famille et son honneur. Il observait la peur dans les yeux de ses esclaves et y voyait du respect. Il savourait la soumission de ses contremaîtres, qui admiraient sa fermeté. Chaque matin, il se tenait sur son perron, contemplant les champs de canne à sucre qui étendaient jusqu'à l'horizon et se sentait invincible. Il avait transformé sa plus grande honte en sa plus grande démonstration de force. L'héritier à naître était plus une menace, mais le symbole de la continuité de sa dynastie, un futur qu'il avait sécurisé par le mensonge et le sang. Le baron était devenu le maître absolu non seulement des corps, mais aussi de la vérité elle-même, la remodelant selon sa volonté. Pour Céline, le manoir était devenu une prison dorée encore plus suffocante qu'auparavant. Le baron lui avait interdit de quitter ses appartements, prétextant vouloir la protéger du choc et des mauvaises influences. Une vieille servante, dont la loyauté envers le maître était sans faille, la surveillait jour et nuit, rapportant chacun de ses gestes, chaque soupir. Les magnifiques robes de soie,
les repas servis dans de la porcelaine fine, tout ce luxe N était qu'un décor masquant la réalité de sa captivité. Chaque mouvement de l'enfant en elle était un rappel poignant de sa trahison involontaire. Elle avait voulu se sauver, mais elle n'avait fait que condamner un innocent. La culpabilité la rongeait de l'intérieur, un poison plus lent mais tout aussi mortel que celui qu'on accusait Jean-Baptiste d'utiliser. Elle était piégée, complice silencieuse d'une injustice monstrueuse, et le visage terrifié de Jean-Baptiste, traîné hors de la maison, hantait chacune de ses nuits sans sommeil. Le baron Auguste de Valois prenait un plaisir pervers à torturer psychologiquement sa jeune épouse. Il lui rendait visite chaque soir s'asseyant dans un fauteuil près de sa fenêtre, non pas comme un mari attentionné, mais comme un geôlier vérifiant l'état de sa prisonnière. Il ne la touchait jamais, ne lui montrait aucune affection. Il parlait d'une voix calme, et mesurait de l'avenir de leur fils, des plans pour son éducation. Des terres qu'il hériterait. Chaque mot était une lame destinée à la faire souffrir. Il la forçait à participer à cette mascarade, à discuter des noms pour le bébé, à sourire lorsqu'il évoquait la fierté de la lignée de Valois. Il lui rappelait subtilement, sans jamais le nommer, le sort de Jean-Baptiste, faisant d'elle une complice active de son plan. Elle devait jouer le rôle de la victime sauvée d'un sortilège, reconnaissante envers son mari protecteur. Était la partie la plus cruelle de sa punition, être forcée de valider le mensonge qui détruisait une vie innocente. Dans les quartiers des esclaves, un silence de mort était installé. Le nom de Jean-Baptiste N était plus jamais prononcé. Sa cabane, vide, était devenue un monument à la terreur, un avertissement visible pour quiconque oserait défier, même involontairement, le pouvoir du maître. Les autres esclaves le savaient innocent. Ils connaissaient sa bonté, son savoir, sa discrétion. Ils savaient que l'accusation de sorcellerie était un prétexte, une histoire fabriquée pour les Blancs. Mais que pouvaient-ils faire? Parler, était risquer le fouet, la vente, ou pire. Alors ils se taisaient, baissaient les yeux, et travaillaient plus dur, priant pour ne pas être le prochain à attirer l'attention du baron. La peur était devenue l'air qu'il respirait. La communauté, autrefois soudée par des liens de souffrance partagés, était maintenant fracturée par la méfiance. Chacun se demandait qui pourrait être le prochain bouc émissaire, la prochaine victime sacrifiée sur l'autel de l'orgueil du maître. Quelques semaines plus tard, le baron rassembla à nouveau ses contremaîtres sur le perron de la grande maison. D'une voix forte, pour que tous puissent entendre, il annonça sa décision concernant Jean-Baptiste. Il ne le ferait pas pendre immédiatement. Dans un acte de prétendue clémence, il déclara que l'exécution n'aurait lieu qu'après la naissance de son héritier. Il ne voulait pas, disait-il, que l'arrivée de son fils soit assombrie par un tel événement. Il voulait que la naissance soit une pure célébration, un nouveau départ, pour la dynastie de Valois. Était un acte d'une cruauté psychologique sans nom. Il ne se contentait pas de condamner un homme à mort. Il liait son exécution à la naissance d'un enfant. Chaque jour de la grossesse de Céline devenait ainsi un jour de moins à vivre pour Jean-Baptiste. La vie et la mort étaient désormais inextricablement liées, transformant événement le plus joyeux en un conte à rebours macabre, une torture lente pour Jean-Baptiste, pour Céline, et pour tous ceux qui connaissaient la vérité. La nouvelle de la décision du baron parvint jusqu'au cachot de Jean-Baptiste, porté par un garde au visage impassible. Pour le prisonnier ce fut le coup de grâce. Le peu d'espoir qui subsistait en lui éteignit complètement. Sa vie avait maintenant une date d'expiration, une date qui dépendait du corps d'une femme qu'il connaissait à peine. Il ne serait pas jugé, il ne serait pas entendu, il serait simplement effacé du monde au moment choisi par son maître. Pour Céline, cette annonce fut une abomination. Elle comprit que le baron ne la laisserait jamais oublier. La naissance de son enfant, son unique acte de rébellion et de survie, serait pour toujours souillée par le sang d'un innocent. Elle était au plus bas, écrasée par la culpabilité et l'impuissance. Elle regarda son ventre qui s'arrondissait, et, pour la première fois, elle ne vit pas un espoir de libération, mais le visage du bourreau de Jean-Baptiste. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le piège était refermé sur eux deux, et le baron en tenait la clé. Au fond de son cachot, quelque chose changea en Jean-Baptiste. Les premières semaines de désespoir, une brume épaisse de peur et d'incompréhension, commencèrent à se dissiper, remplacées par une froide et tranchante lucidité. Il comprit que sa mort était une certitude, une pièce de théâtre macabre, écrite par le baron pour son propre public. Mais s'il devait mourir, il ne mourrait pas en bête brisée. Chaque jour, il observait. Il écoutait les pas des gardes.
le changement de ton dans leur voix, les bribes de conversation qui flottaient à lui. Son esprit, autrefois tourné vers les secrets des plantes, se mit à disséquer les secrets des hommes. Il se remémora chaque détail de la grande maison, chaque faiblesse, chaque arrogance du baron. La peur laissa place à une rage silencieuse, une détermination à ne pas leur donner la satisfaction de le voir supplier. Sa prison devint son monastère, un lieu où il affûtait sa seule arme restante, son intelligence. Il était plus une victime attendant son sort. Il était un homme qui se préparait, sans savoir encore pourquoi. Pendant ce temps, dans sa chambre dorée, la culpabilité de Céline se transforma en une arme. Le chagrin qui la rongeait se mua en une haine froide et calculée envers son mari. Elle comprit qu'elle avait été utilisée, transformée en instrument de la cruauté du baron. Chaque coup de pied de l'enfant dans son ventre était plus un rappel de sa faute, mais un appel à l'action. Elle se mit à observer Auguste, avec une nouvelle attention, non plus comme une épouse terrifiée, mais comme une stratège étudiant son ennemi. Elle nota son besoin maladif de l'approbation publique, son attachement ostentatoire au rituel de l'Église, et sa croyance arrogante en son propre pouvoir infaillible. C'est là qu'elle vit sa faille. Le baron se croyait maître des hommes, mais il se pliait devant l'image de Dieu. Une idée commença à germer dans son esprit. Un plan si audacieux et si dangereux, qu'il pourrait soit la libérer, soit la détruire complètement. Elle allait utiliser la seule institution que le baron respectait pour le faire tomber, Nèble, Église elle-même. Sa première manœuvre fut de demander à voir le curé de la paroisse, le père Thomas. L'homme de Église arriva au manoir, mal à l'aise comme toujours en présence de la richesse et du pouvoir des Valois. Céline le reçut dans son salon, jouant à la perfection le rôle de la femme pieuse et tourmentée. Elle ne lui avoua rien de direct. Au lieu de cela, sous le sceau de la confession, elle parla à mots couverts de la terrible épreuve qu'elle traversait, de l'âme d'un innocent qui pesait sur sa conscience, et de la peur du jugement divin, pour ceux qui portent un faux témoignage. Elle ne nomma personne, ne fit aucune accusation précise, mais chaque mot était une graine de doute plantée dans l'esprit du prêtre. Elle lui demanda de prier pour elle, et pour tous ceux qui étaient pris dans cette toile de mensonges. En partant, le père Thomas n'avait aucune preuve, mais il emportait avec lui un fardeau, la certitude que la version du baron n'était pas toute la vérité, et que la future mère de l'héritier de Valois vivait dans une terreur morale profonde. Le père Thomas retourna à sa modeste église, l'esprit en ébullition. Il était un homme simple, pris dans un système complexe et brutal, qu'il avait appris à tolérer. La famille de Valois était le principal bienfaiteur de sa paroisse. Leur générosité finançait l'école, l'entretien de l'église et l'aide aux pauvres blancs de la région. S'opposer au baron Auguste était impensable, était un suicide social et professionnel. Pourtant, les paroles de Céline avaient réveillé sa conscience endormie. Il avait toujours trouvé la cruauté du baron difficile à concilier avec la foi chrétienne qu'il prêchait chaque dimanche. L'accusation de sorcellerie contre Jean-Baptiste lui avait semblé excessive, théâtrale. Maintenant il commençait à y voir non pas un acte de justice mais une dissimulation. Il était déchiré entre sa loyauté forcée envers son patron et son serment envers Dieu. Pour la première fois depuis des années, le prêtre se sentit véritablement effrayé, non pas par le baron mais par le choix qui se dessinait devant lui. Même enchaîné, Jean-Baptiste trouva un moyen d'agir. Un vieil esclave nommé Samuel, chargé de lui apporter sa maigre ration quotidienne, devint son unique lien avec le monde extérieur. Au début, il n'y avait que des regards échangés, une compréhension silencieuse de la souffrance partagée. Puis, un jour, Samuel laissa accidentellement tomber une feuille de laurier près de la gamelle de Jean-Baptiste, un ancien symbole de protection et de vérité. Était un signe. Jean-Baptiste comprit qu'il n'était pas seul. À travers des mots chuchotés à peine audibles, des gestes discrets, il commença à poser des questions. Comment se portait la maîtresse? Le baron était-il souvent au manoir? Y avait-il des visiteurs inhabituels? Samuel, risquant sa propre vie, lui rapportait de maigres informations. Ces fragments de nouvelles étaient pour Jean-Baptiste des pièces d'un puzzle qu'il assemblait dans l'obscurité de sa cellule. Il apprenait que la tension était palpable dans la grande maison, que la maîtresse était devenue étrangement pieuse. Il était plus passif. Il était un prisonnier qui tissait sa propre toile d'information. Lors de sa confession suivante, Céline augmenta la pression sur le père Thomas. Cette fois, sa détresse paraissait encore plus profonde, plus insoutenable. Elle lui avoua et les larmes aux yeux, qu'elle portait un lourd secret concernant la paternité de son enfant. Elle ne donna pas le nom du véritable père,
mais elle affirma avec une conviction désespérée que ce N était en aucun cas Jean-Baptiste. Elle expliqua qu'elle était prise au piège, forcée de participer à un mensonge qui enverrait un innocent à la mort. Elle plaça le prêtre devant un dilemme théologique impossible. Comment pouvait-il lui donner l'absolution, la purifier de son péché, tout en sachant que son silence la rendait complice d'un meurtre à venir? Elle ne lui demandait pas d'agir, seulement de prier pour son âme damnée. Mais en réalité, elle le forçait à devenir un participant. Son inaction ferait de lui un complice, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux siens. Le confessionnal N était plus un lieu de pardon, mais un champ de bataille pour elle, âme du prêtre. Le plan de Céline est-il assez solide pour faire tomber un homme aussi puissant que le baron? Si vous voulez connaître la suite de cette histoire de vengeance et de justice, montrez votre soutien en vous abonnant à la chaîne et en laissant un pouce bleu. Votre engagement nous aide à continuer de vous raconter ces récits oubliés. Pendant que ces complots silencieux se nouaient dans l'ombre, le baron Auguste de Valois vivait dans un état de satisfaction triomphale. Il était complètement aveugle à la tempête qui se préparait. Il interprétait la nouvelle piété de sa femme comme le signe d'une âme repentante, reconnaissante d'avoir été sauvée des griffes d'un sorcier. Il voyait le silence craintif de ses esclaves comme la preuve ultime de son autorité absolue. Chaque jour, il parcourait son domaine, le menton haut, acceptant les salutations déférentes de ses voisins et de ses contremaîtres. Il organisait déjà les festivités pour le baptême de son futur fils, un événement qu'il prévoyait grandiose, une démonstration de la puissance et de la pérennité de la dynastie de Valois. Son arrogance était une forteresse, mais il ne réalisait pas que les fondations mêmes de cette forteresse étaient en train d'être minées de l'intérieur par les deux personnes qu'il méprisait le plus. Une femme qu'il considérait comme sa propriété, et un esclave qu'il avait déjà condamné. La décision du père Thomas fut prise au cours d'une longue nuit de prière solitaire. Agenouillé devant l'autel de sa petite église, il lutta avec sa conscience. D'un côté il y avait la sécurité, la tradition, le respect du pouvoir établi. De l'autre, il y avait la vérité, la justice et le visage terrifié de Jean-Baptiste qu'il ne pouvait chasser de son esprit. À l'aube, il se releva, épuisé, mais résolu. Il avait fait son choix. Il ne pouvait pas affronter directement le baron, pas encore. Mais il pouvait agir. Lors de sa visite suivante au manoir, ostensiblement pour discuter des arrangements du baptême avec Céline, son regard était différent. Il y avait une nouvelle fermeté dans ses yeux. Une gravité qui n'y était pas auparavant. Il ne dit rien d'explicite, mais en lui tendant un chapelet, il serra brièvement sa main et lui dit « Que la volonté de Dieu soit faite, mon enfant. La vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. » Pour Céline, ce N était pas seulement une platitude religieuse. C était une promesse. L'alliance secrète était scellée. N était plus seule. Le plan de Céline entra dans sa phase active, une manœuvre délicate menée avec le sang-froid d'une joueuse d'échecs. Lors de sa rencontre suivante avec le père Thomas, elle abandonna les allusions voilées pour une confession calculée. Avec une angoisse parfaitement simulée, elle lui révéla l'identité du véritable père, le neveu renié du baron, un homme portant le même sang, mais privé de son héritage. Elle expliqua qu'il ne s'agissait pas d'une romance, mais d'un acte désespéré pour survivre à la tyrannie de son mari, et lui donner l'héritier qu'il exigeait. Elle ne demanda pas l'absolution pour son adultère, mais pour le mensonge, qui condamnait un innocent. Elle plaça ainsi le prêtre face à un choix terrible. Rester silencieux et devenir complice d'un meurtre judiciaire, ou agir et défier l'homme le plus puissant de la paroisse. Elle ne lui donnait pas seulement la vérité, elle lui transférait le fardeau de la justice divine, faisant de son intervention non pas un choix, mais une obligation morale. Pendant ce temps, dans l'obscurité de son cachot, Jean-Baptiste avait transformé sa cellule en un centre de renseignement. Grâce à Samuel, le vieil esclave qui lui apportait sa nourriture, il recevait des bribes d'informations sur les allées et venues dans la grande maison. Il apprit les visites de plus en plus fréquentes du père Thomas et la nouvelle piété ostentatoire de la maîtresse. Son esprit analytique, habitué à comprendre les propriétés cachées des plantes, cherchait désormais les failles dans l'armure du baron. Un soir, il se souvint d'un détail, une lettre que le baron avait reçue de son notaire, mentionnant une clause dans le testament de son propre père, qui protégeait les droits de son neveu renié en cas de lignée directe interrompue. Il murmura cette information à Samuel, lui demandant de la transmettre à la maîtresse par n'importe quel moyen. C était un coup de poignard dans le noir, une information dont il ne connaissait pas la pleine valeur, mais qui, il le sentait, pourrait faire s'effondrer tout l'édifice du mensonge. Céline, de son côté,
jouait son rôle avec une maîtrise glaçante. Face à son mari, elle était l'incarnation de la soumission et de la gratitude. Elle le remerciait de l'avoir sauvé, et se montrait impatiente que leur fils soit baptisé, purifié de toute l'ombre qui avait plané sur sa conception. C'est elle qui suggéra que le baptême soit elle, événement le plus grandiose que la paroisse ait jamais connu. Elle flatta l'ego du baron, lui parlant de l'importance de montrer à tous la force et la pérennité de la lignée de Valois. Auguste, aveuglé par son orgueil, vit dans ses suggestions la preuve de sa victoire totale. Il ne voyait pas qu'elle ne faisait que construire la scène de son humiliation publique, érigeant un piédestal plus haut, pour que sa chute soit d'autant plus spectaculaire. Chaque détail des préparatifs qu'il approuvait était une pierre de plus à la forteresse de son propre piège, et elle le guidait à chaque étape, le sourire aux lèvres. Fort de sa nouvelle conviction, le père Thomas commença à tisser sa propre toile. Il rendit visite au baron, sous prétexte de discuter des aspects théologiques du baptême. Il écouta patiemment Auguste se vanter de sa future postérité, et de la justice qu'il allait rendre en exécutant le sorcier. Le prêtre ne le contredit pas. Au contraire, il opina du chef, parlant de l'importance de la pureté et de la vérité devant Dieu. Mais ses paroles étaient à double sens. En insistant sur le fait que le sacrement du baptême était un acte de vérité absolue devant le Tout-Puissant, où aucun mensonge ne pouvait subsister, il préparait le terrain théologique pour sa future intervention. Il faisait en sorte que le baron lui-même valide l'idée que l'Escage, Église, était un sanctuaire où seule la vérité divine avait sa place. Il armait son sermon à venir avec les propres croyances et la propre arrogance de son adversaire, transformant la foi du baron en une arme qui allait se retourner contre lui. Le message de Jean-Baptiste, chuchoté dans l'obscurité d'un cachot, accomplit un périlleux voyage. Samuel le confia à une lavandière de confiance, qui le transmit à la servante personnelle de Céline, une jeune femme qui haïssait le baron en silence. Finalement, l'information parvint à Céline sous la forme d'une note griffonnée sur un morceau de tissu caché dans un panier de linge. En lisant les mots concernant la clause du testament, Céline comprit instantanément la portée de cette révélation. Ce N n'était plus seulement une question de morale ou de paternité. Était une question d'héritage, de terre et de fortune. Le neveu N était pas seulement le père biologique, il était aussi un rival légitime, protégé par la volonté même du père d'Auguste. La machination du baron N était pas seulement un acte de cruauté pour sauver son honneur, mais aussi une manœuvre illégale pour déshériter le véritable ayant droit. Elle tenait désormais la preuve qui ne détruirait pas seulement sa réputation, mais aussi son empire financier. Armée de cette nouvelle information, Céline organisa une dernière rencontre avec le père Thomas, non pas dans le confessionnal, mais lors d'une promenade arrangée dans les jardins du manoir, loin des oreilles indiscrètes. D'une voix basse et urgente, elle lui révéla tout, la clause du testament, la véritable motivation du baron. Elle lui expliqua que le baptême N était pas seulement une couverture pour un meurtre, mais aussi le couronnement d'une fraude massive. Elle ne lui demandait plus de sauver un innocent, mais d'empêcher un crime contre les lois des hommes et de Dieu, un vol d'héritage commis sur l'autel même de son église. Elle lui donna le nom du notaire et l'emplacement de ses archives. Elle lui donnait ainsi non seulement une conviction morale, mais aussi des preuves tangibles, vérifiables. Le prêtre comprit alors qu'il était plus face à un dilemme personnel, mais qu'il était le seul rempart contre une injustice qui souillerait sa paroisse et sa foi pour des générations. Pendant que les fils du complot se resserraient autour de lui, le baron Auguste de Valois n'avait jamais été aussi satisfait de lui-même. Il passait ses journées à superviser les derniers préparatifs de la fête, choisissant les vins les plus fins, et ordonnant que la grande salle de bal soit décorée de guirlandes de magnolias. Il se voyait déjà debout devant l'autel, présentant son fils et héritier à toute la bonne société de Louisiane, consolidant son pouvoir pour une nouvelle génération. Le soir, il se tenait sur son balcon, regardant les lumières des quartiers des esclaves, et savourait le silence. Pour lui, était le son de la peur et du respect, la preuve de son contrôle absolu. Il ne se doutait pas un seul instant que ce silence était pas celui de la soumission, mais celui d'un prédateur qui attend son heure. Il était un roi au sommet de son pouvoir, ignorant que le sol sous son trône était sur le point de s'effondrer, miné par ceux qu'il avait le plus méprisés. Le jour du baptême arriva, baigné d'une lumière éclatante qui semblait vouloir nier la noirceur des secrets qu'il s'apprêtait à révéler. Église paroissiale de Saint-James était bondée, remplie de toute leur élite créole de Louisiane. Les femmes arboraient leurs plus belles robes de soie, et leurs chapeaux à plumes, tandis que les hommes, vêtus de lin blanc, discutaient affaires et politiques en attendant le début de la cérémonie. Au premier rang, le baron Auguste de Valois se tenait droit,
un sourire de triomphe figé sur ses lèvres, tenant dans ses bras le petit paquet de dentelle qui représentait son héritier, sa victoire. Il était le roi en son royaume, acclamé par sa cour. Dehors, sous la garde de 2 contremaîtres au visage dur, Jean-Baptiste attendait la mort. Le son des cloches qui célébraient la vie de l'enfant était pour lui le glas de la sienne, un rappel cruel de l'injustice qui s'apprêtait à être consommée sur l'autel de l'orgueil d'un seul homme. Le cortège s'avança lentement vers l'autel, l'orgue jouait une mélodie solennelle qui emplissait la nef et faisait vibrer les vitraux colorés. Le baron marchait avec une lenteur calculée, savourant chaque pas qui le menait vers la consécration de son mensonge. À ses côtés, Céline, pâle comme une statue de cire, le suivait, son visage un masque de marbre dissimulant la tempête qui faisait rage en elle. Pour Auguste, cet instant était l'apogée de son existence, l'effacement public de son humiliation privée. Il allait présenter son fils, laver son nom, et assurer la pérennité de sa dynastie. Arrivé devant les fonts baptismaux, il se tourna vers le père Thomas, et lui tendit l'enfant avec un geste plein de suffisance. Il ne voyait pas le regard étrange du prêtre, un regard où la peur avait enfin cédé la place à une résolution froide et inébranlable. Le piège, si méticuleusement préparé par le baron, était sur le point de se refermer, mais pas sur la victime qu'il avait désignée. Le père Thomas prit l'enfant dans ses bras. Un silence lourd s'installa dans Gelles, église, un silence d'attente et de recueillement. Tous les yeux étaient fixés sur lui, attendant les paroles sacrées qui allaient faire entrer ce nouvel héritier dans la communauté des chrétiens. Mais le prêtre ne baissa pas les yeux vers l'enfant. Lentement, il leva la tête et balaya du regard l'assemblée, s'arrêtant un instant sur le visage confiant du baron, puis sur celui, angoissé, de Céline. Sa gorge était sèche, son cœur battait à tout rompre, mais il se remémora sa longue nuit de prière, le poids de l'Eul, âme de Jean-Baptiste, et la certitude que Dieu ne pouvait bénir un tel sacrilège. Son regard haine était plus celui d'un serviteur craintif, mais celui d'un juge, d'un homme qui s'apprêtait à faire son devoir, quel qu'en soit le prix. Il prit une profonde inspiration, et l'air même de l'âle, église sembla se suspendre à ses lèvres, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Sa voix, d'abord hésitante, s'éleva, claire et forte dans le silence de mort. « Mes frères, mes sœurs, commença-t-il, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une nouvelle vie. Un baptême est un pacte de vérité avec Dieu, un moment où l'âme se présente pure et sans mensonge devant son Créateur. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « C'est pourquoi, devant Dieu et devant vous tous, je ne peux accomplir ce sacrement sur la base d'un mensonge. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le visage du baron se figea, son sourire se mua en une grimace d'incompréhension. Le père Thomas le regarda droit dans les yeux et prononça la première vérité, la plus dévastatrice. Car la vérité est que le baron Auguste de Valois ne peut avoir d'enfant. La vérité est qu'il est stérile, et ce depuis sa jeunesse. La bombe venait d'exploser, faisant voler en éclats des décennies de faux-semblants et d'autorités bâties sur une virilité usurpée. Le prêtre ne leur laissa pas le temps de reprendre leurs esprits. Avant que le baron ne puisse hurler sa fureur, avant que le chaos ne s'empare de Veynes, église, il enchaîna, sa voix gagnant en puissance et en conviction. Et parce que ce secret devait être protégé à tout prix, un homme innocent a été condamné. L'homme qui attend dehors, Jean-Baptiste, n'a commis aucun crime. Son seul tort a été d'exister dans un monde où la fierté d'un maître vaut plus que la vie d'un esclave. Les accusations résonnaient contre les murs de pierre. Puis, il porta le coup de grâce, se tournant vers l'assemblée abasourdie. Mais que personne ne s'y trompe, cet enfant a bien du sang de Valois dans les veines. Car son véritable père n'est autre que le neveu que le baron a renié et déshérité, le privant de son droit légitime pour s'assurer que personne ne puisse jamais contester son pouvoir. La vérité entière était enfin révélée, non comme une rumeur, mais comme un jugement divin prononcé depuis l'autel. Ce fut comme si la foudre avait frappé le cœur de l'Église. Le vernis de respectabilité et de décorum vola en éclats, remplacé par un tumulte de chuchotements choqués et de regards horrifiés. En quelques secondes, Auguste de Valois passa du statut de patriarche tout-puissant à celui de menteur pathétique, un vieil homme stérile dont la cruauté était que le masque de sa propre honte. Les regards qui se tournaient vers lui étaient plus empreints de crainte, mais de mépris et de pitié. Ses alliés politiques se détournaient, ses rivaux souriaient discrètement. Son pouvoir, bâti sur l'image, la lignée et la peur, venait de Saès, évaporé en public. Il regarda autour de lui, cherchant un soutien, mais ne vit que des visages qui le condamnaient. À côté de lui, Céline laissa échapper une seule larme,
une larme de soulagement qui traçait un sillon sur son visage de marbre. La prison venait de s'ouvrir. Le tyran était tombé de son piédestal. Dans un hurlement de fureur impuissante, Auguste tenta de se jeter sur le prêtre, non pas pour le frapper, mais pour lui arracher l'enfant, le dernier symbole de son pouvoir perdu. Mais ses jambes flageolèrent et il fut arrêté non par la force, mais par le mur invisible du mépris public. Personne ne bougea pour l'aider. Ses contremaîtres, postés près de la porte, baissèrent les yeux, comprenant que leur maître N n'était plus rien. L'assemblée commença à se lever et à quitter l'aile, église dans un désordre bruyant, se hâtant de propager le plus grand scandale que la paroisse ait jamais connu. Le baron resta seul devant l'autel, l'enfant toujours dans les bras du prêtre, au milieu des ruines de son honneur et de sa dynastie. La grande célébration de son triomphe était transformée en son exécution publique. La justice n'avait pas été rendue par la loi des hommes, mais par la vérité, brandie comme une épée au cœur même du sanctuaire de son pouvoir. Le scandale qui éclata dans Jail, église de Saint James, fut une déflagration qui anéantit la dynastie de Valois en l'espace de quelques heures. L'honneur, ce pilier sur lequel reposait tout le pouvoir de l'aristocratie créole, venait être pulvérisé en public. Abandonné de tous, Auguste de Valois retourna à son manoir, non plus comme un roi, mais comme un paria. Ses rivaux, sentant le sang, s'empressèrent de démanteler son empire financier, rachetant ses dettes et ses terres à vil prix. Il finit ses jours en reclus, hantant les couloirs vides de sa demeure, un vieil homme brisé par le poids de son propre mensonge, tourmenté non pas par la culpabilité, mais par l'humiliation de sa chute. Dehors, sur le parvis de l'aile, église, les contremaîtres, comprenant que l'ordre avait changé, laissèrent tomber les clés des fers de Jean-Baptiste. Pour la première fois depuis des mois, il sentit le soleil sur son visage, non plus comme la promesse d'une mort imminente, mais comme la caresse d'une vie nouvelle qui commençait, une vie arrachée au bord du gouffre, par le courage de ceux qu'il n'aurait jamais cru être ses alliés. La vie reprit son cours, mais rien ne fut plus jamais pareil sur les terres des Valois. Céline, désormais veuve de fait et tutrice de son fils, l'héritier légitime, prit la direction de la plantation. Avec l'aide du neveu du baron, qu'elle fit revenir de son exil misérable, elle géra le domaine avec une fermeté et une justice qui contrastaient violemment avec la tyrannie d'Auguste. La cruauté gratuite cessa, et un semblant de dignité fut rendu à ceux qui travaillaient la terre. Quant à Jean-Baptiste, il savait que sa liberté resterait précaire en Louisiane. Le soir même de sa libération, il quitta la paroisse, muni d'un peu d'argent que Céline lui avait fait parvenir secrètement. Son chemin le mena vers le nord, vers les États libres, un long et périlleux voyage vers une liberté complète. Il emportait avec lui non pas la haine, mais la connaissance profonde que même dans le système le plus inhumain, la vérité, lorsqu'elle est maniée avec intelligence et courage, peut devenir une arme plus puissante que n'importe quel fouet ou n'importe quelle chaîne. Au fil des années, l'histoire du baptême de la vérité devint une légende dans la paroisse de Saint James. Dans les quartiers des esclaves, on la murmurait le soir comme un conte d'espoir, la preuve que les maîtres N n'étaient pas invincibles et que leur trône de sucre et de sang pouvait s'effondrer. Pour les familles de planteurs, ce fut une leçon amère sur les dangers de l'orgueil démesuré, un rappel que les secrets finissent toujours par trouver leur chemin vers la lumière, souvent dans les lieux les plus inattendus. Église elle-même devint un symbole, un lieu où la parole de Dieu avait été plus forte que la parole d'un baron. Si cette histoire de justice et de courage vous a touché, et si vous croyez que même les voix les plus faibles peuvent changer le cours de l'histoire, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu et de nous dire en commentaire ce que cet acte de bravoure vous inspire. Votre soutien nous permet de continuer à faire revivre ces récits oubliés. L'héritage de cette journée ne réside pas dans une grande rébellion ou un changement social immédiat, mais dans une vérité fondamentale qu'elle a exposée au grand jour. Elle a démontré que les empires les plus oppressifs, les pouvoirs qui semblent les plus absolus, sont souvent construits sur des fondations fragiles de mensonges et de peur. Le trône du baron de Valois n'a pas été renversé par une armée, mais par les confessions murmurées d'une femme piégée, la sagesse silencieuse d'un prisonnier enchaîné, et la conscience tourmentée d'un prêtre qui a choisi Dieu plutôt que les hommes. L'histoire de Jean-Baptiste et de Céline nous rappelle que l'obsession du pouvoir et de la lignée est une maladie qui finit par se consumer elle-même, et que la vérité, même lorsqu'elle est portée par les voix les plus hésitantes et les plus méprisées, possède une force capable de faire basculer les certitudes et de rendre la justice là où on ne l'attendait plus.